Donc, bonjour et bienvenue à tous. Donc, pour être sûr que tout le monde sache où on est, nous sommes sur la session des assistantes, mais tout le monde était bienvenu puisqu'on a ouvert également avec Dominique qui nous a fait le cadeau d'aller trouver Brigitte, Madame Brigitte Munch. J'espère que je n'écorche pas votre nom. Bien, c'est ça. Donc, vous avez enseigné la philosophie pendant une dizaine d'années et puis vous avez continué vos recherches en études de la psychologie et puis vous vous êtes formé à ce qu'on appelle l'aptonomie. C'est ça. Donc, je pense qu'on est tous ici curieux et curieuses de savoir ce que tout ça va pouvoir faire pour nous et en quoi ça pourra résonner avec la communauté des assistantes maternelles qui sont ici, là, ce soir, ravis de vous écouter. Donc, vous êtes psychologue, psychothérapeute, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Vous accompagnez. C'est-à-dire tout simplement psychothérapeute, mais avec l'approche aptonomique que je vous présenterai rapidement. Très bien. Eh bien, nous sommes ravis de vous accueillir ce soir et puis on vous laisse la parole. Alors, donc, moi, j'ai enseigné en effet la philosophie pendant une dizaine d'années au début de ma vie professionnelle. Je vis en Lorraine, vous pouvez le voir, j'ai un gros pull parce que chez nous, il fait froid. Il y a même bientôt de la neige, voilà, bien qu'on soit en plaine. Et c'est la rencontre avec mes élèves, c'est les questions humaines de mes élèves qui m'ont amené à changer de métier parce que je me suis aperçue que transmettre les grandes théories de la philosophie ne me permettait pas d'être aussi proche des véritables vécus de mes élèves. Et souvent, ils venaient pour parler avec moi autour du bureau à la fin des cours ou quelquefois on allait au café pour parler. Et c'était ces échanges vraiment de personne à personne qui me passionnaient le plus et où j'ai l'impression que je pouvais être présent pour eux. Donc, j'ai refait des études de psychologie au cours desquelles j'ai découvert l'aptonomie. L'aptonomie, c'est une approche qui est très peu connue dans le monde, qui existe malheureusement guère qu'en France et puis les pays autour, un petit peu en Allemagne, en Suisse, un petit peu en Belgique, un tout petit peu au Canada, et surtout évidemment les pays francophones. Mais ce n'est pas né en France, c'est un médecin des Pays-Bas qui a, pendant la Deuxième Guerre mondiale, vécu des expériences très bouleversantes dans lesquelles il s'est aperçu que dans le contact affectif qu'il pouvait avoir avec des personnes qui vivaient la même tragédie que lui, puisqu'il avait été arrêté et envoyé dans des camps, il vivait quelque chose qui permettait de garder confiance et de rester serein malgré l'épreuve. Et que ça, ce n'était pas par une espèce de travail mental, mais que c'était vraiment dans la présence à l'autre, dans la présence des gens les plus chaleureux, les plus généreux, les uns avec les autres, qui pouvaient trouver cette force. Et cette expérience l'a beaucoup impressionné. Après la guerre, il est devenu médecin, il a été libéré, il a fait ses études, il est devenu médecin, il a accompagné des femmes enceintes et il s'est aperçu que quand il posait la main d'une certaine manière sur le ventre des femmes, non pas dans quelque chose de technique, mais dans quelque chose de très profondément affectif, dans un appel au bébé, le bébé venait se blottir dans sa main. Et il s'est rendu compte que les humains sont depuis le début de leur vie, depuis la conception quasiment, en attente d'un contact, d'une rencontre. C'est-à-dire qu'il y a un être qui est présent dès le début, qui attend ce qui fait le sens de la vie humaine, c'est la rencontre affective, c'est-à-dire le sentiment d'être accueilli tel qu'on est, inconditionnellement, et que notre arrivée au monde ou la rencontre à n'importe quel moment de notre vie donne de la joie à l'autre. Et donc, il a fondé toute une approche thérapeutique sur cette base. Et depuis quelques années, nous sommes un petit groupe de personnes qui essayons de transposer ça pour le mettre au service des enseignants. Parce qu'on s'aperçoit, en tout cas chez nous en France, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de richesse pédagogique et surtout didactique, de comment enseigner les mathématiques, comment enseigner la linguistique, les langages, etc., etc. Et paradoxalement, il y a de plus en plus de dysfonctionnements et de pathologies de l'apprentissage. Des dyslexies, des dyspraxies, des dyscalculies, toutes sortes de problèmes d'adaptation à l'école. Et ça nous pose vraiment question. Et donc, l'approche que moi je pratique avec les familles, mais aussi avec les enseignants,
c'est de partir du principe qu'on ne peut pas donner de réponse technique à ça, mais une réponse humaine. Que ce qui manque, c'est une certaine capacité d'être dans une relation et un accueil constant à chaque instant à la personne vraiment qui a besoin d'être confirmée dans ce qu'elle vit et d'être invitée dans du plaisir de vivre, dans quelque chose qui va éveiller sa curiosité, son envie d'expérimenter, du coup les questions, du coup le désir d'apprendre, etc. Si vous voulez, le parti pris qui est le mien, et vous verrez, vous me direz si vous vivez la même chose, c'est que nous sommes trop préoccupés de la performance tout le temps, de plus en plus et partout, de la performance dans une sorte de compétition internationale de qui va réussir à trouver sa place dans ce monde et qui va en être exclu ou mal accompagné pour pouvoir y prendre sa place. Et donc, il y a comme une sorte de compétition à tous les niveaux pour un contenu d'apprentissage qui est fixé par des normes selon les âges, etc., et que ça empêche souvent, pas toujours évidemment, il y a des enfants qui traversent, qui utilisent le système d'une très bonne manière, mais ça empêche quand même beaucoup d'enfants d'être en sécurité à l'école, d'aimer l'école, de pouvoir y venir avec bonheur, de créer un lien de confiance et une alliance vraiment profonde avec l'enseignant qui fait que l'enseignant peut transmettre et trouve plaisir à transmettre, etc., etc. Et donc, le but aujourd'hui, c'est de vous accompagner et de vous donner quelques bases de cette approche pour que vous puissiez, quand vous accompagnez les enseignants, parce que je crois qu'il y a beaucoup d'ATSEM dans le public aujourd'hui, que vous puissiez créer ce contact avec l'enfant. Comment je peux vous aider à avoir confiance dans la façon de créer ce contact en évitant deux choses qui sont fondamentales et qui sont fondamentalement négatives et à mon avis néfastes, c'est d'être en réaction, c'est-à-dire d'entrer en opposition avec l'enfant et d'entrer dans la sanction, la punition, la menace, c'est-à-dire le rapport de force. Il y a d'autres moyens d'amener l'enfant à aimer apprendre, à aimer éveiller sa curiosité. Et il y a d'autres moyens aussi de poser un cadre que ce moyen qui est ce qu'on appelait classiquement l'autorité. Donc, en d'autres termes, ce que je voudrais, c'est vous aider aussi à sentir que ce qui est important, c'est que vous puissiez développer ce qu'on appelle l'autorité naturelle et pas l'autorité qui s'impose et qui est obligée de prendre des moyens de coercition pour s'imposer. Et d'autant plus quand c'est avec des très jeunes enfants. Voilà. On sait grâce à l'aptonomie aujourd'hui que l'enfant, donc je vous l'ai dit depuis le tout début de sa vie, il est en attente de contact et de rencontre. Et si on n'est pas dans son rythme, si on ne respecte pas son tempo, c'est-à-dire la manière dont il vient vers vous et la manière dont il se met debout, par exemple, si vous voulez entraîner un enfant de 6 mois à se mettre sur ses jambes et que vous le tenez par le bout des doigts, vous tenez ses mains, etc., vous allez provoquer des crises parce qu'il n'est pas prêt. Et puis, 2 mois plus tard, c'est lui qui, dans un élan comme ça, a envie de se mettre debout. Hein? Et dans tout le développement de l'enfant, il y a comme ça des moments où le développement peut se faire par stimulation, mais ça ne donne pas forcément de bonheur et ce n'est pas forcément le moment juste et ça peut même mettre l'enfant en crise. Et puis des moments où c'est une source de joie, de plaisir profond, sensuel, qui donne à l'enfant 2 choses fondamentales, c'est la confiance dans ceux qui s'occupent de lui et l'envie de découvrir, l'envie d'apprendre. Donc, si on parle de la question de l'apprentissage, un enfant apprend toujours, il apprend tout le temps, en fait. L'être humain apprend constamment depuis le tout début de la vie. Il apprend tout, il apprend la parole, il apprend à regarder, à manipuler, il apprend à se servir de son corps, évidemment, de plein de manières, mais aussi à découvrir son environnement. Il apprend, et par mimétisme, la manière de vivre des plus grands. Et donc, beaucoup d'apprentissage se fait absolument spontanément par le mimétisme et le besoin de l'être humain de s'intégrer dans le monde dans lequel il vit. Et c'est assez paradoxal qu'on arrive quelquefois à dégoûter l'enfant d'apprendre
à partir de l'âge de l'école, alors quand ils jouent à 2 ans, les enfants, ils en oublient d'aller faire pipi tellement ils sont passionnés par ce qu'ils sont en train de découvrir dans leur jeu. Et donc, il y a une sorte d'amour très profond de l'apprentissage chez l'être humain qu'il faut réussir à saisir et à entretenir quand on est avec eux en classe. Voilà. Je vois des questions qui apparaissent, qui sont importantes, donc je vais les saisir. Est-ce que cette création d'affection peut se faire au cours de l'année? Alors, oui, bien sûr, elle doit se faire dès le début de l'année, dès la rencontre, c'est-à-dire prendre le temps de l'accueil. Prendre le temps, par exemple, de s'asseoir au niveau d'un enfant. Je pense aux plus petits qui pleurent quelquefois parce qu'ils sont intimidés par l'école, de s'asseoir par terre, de les accueillir, de rester avec eux, de chanter une petite chanson, de consoler, plutôt que de demander à l'enfant de s'adapter trop vite à quelque chose qui est de l'ordre de la classe et de le laisser essayer de gérer cette émotion tout seul et donc de rester peut-être longtemps dans une sorte d'inquiétude ou de timidité, c'est fondamental. Moi, je travaille avec des enseignants, avec les petits de 3 ans, au bout de 3 jours, il n'y a plus un seul pleur dans les classes. Mais les 3 premiers jours, on ne fait que accueillir sur le plan affectif, c'est-à-dire par la musique, des petites chansons, en se mettant corporellement à la hauteur de l'enfant, donc en s'asseyant très bas par terre ou même à leur niveau, en les laissant venir dans les bras, si besoin, ou en tout cas autour, de créer quelque chose dans une proximité affective et les laisser aussi se transmettre ça entre eux. Parce que ce qui est assez merveilleux, c'est que quand vous accueillez les enfants dès le début comme ça, alors avec les plus grands, ça prend une autre forme. Avec les plus grands, c'est qu'ils racontent leurs vacances, qu'ils disent comment ça s'est passé pour eux, parce que je ne sais pas comment c'est dans les différents endroits où vous êtes, mais très souvent chez nous, il y a de l'anxiété dans les jours qui précèdent la rentrée, parce que les parents, qui sont eux-mêmes anxieux que leur enfant réussisse, ils mettent la pression, comme on dit. Donc, ils disent, attention, maintenant c'est sérieux, il va falloir travailler, il faut que tu sois sage, il faut que tu écoutes. Et l'enfant reçoit beaucoup d'injonctions qui créent du stress. Et donc, si l'enseignant ou l'ATSEM, si on contribue à créer dans la classe une ambiance joyeuse, accueillante, qui a un petit goûter, que les parents peuvent même éventuellement prendre un tout petit peu de temps pour le début de la rencontre, l'école devient un lieu pour vivre vraiment quelque chose des rencontres humaines, aussi bien avec les autres enfants qu'avec les adultes, et vous créez quelque chose qui a un enracinement très profond dans le fait que la chose la plus importante de la vie, en fait c'est ça le message que vous donnez, c'est d'être heureux ensemble. Et pas d'apprendre, même si votre métier, le but c'est qu'il sache apprendre, le but c'est d'abord au départ et à l'arrivée, d'apprendre à vivre ensemble, heureux ensemble. Et l'apprentissage et les compétences que nous développons tout au cours de notre vie, vous le savez bien, si nous les développons uniquement intellectuellement, on obtient des gens qui font des grandes écoles, qui fabriquent éventuellement des technologies extraordinaires, y compris la bombe atomique ou des choses comme ça, qui, d'une certaine manière, sont des folies. Donc, vous voyez bien que si on développe que les capacités intellectuelles et qu'elles sont déconnectées du sentiment de l'autre, du sentiment du précieux de la vie, de la beauté de la vie, eh ben on arrive à des comportements insensés, bien que très brillants sur le plan, entre guillemets, scolaire. Donc oui, bien sûr, il faut le faire, et dès le début de l'année et tout le temps. C'est-à-dire, dès qu'un enfant décroche, comme on dit, l'idéal, c'est de pouvoir l'intégrer, lui demander ce qui ne va pas, proposer à la classe de prendre en charge ça, de dire aux autres élèves comment on peut aider cet élève, comment on peut t'aider à être bien avec nous. Un enfant qui ne veut pas, je vous donne là des exemples très concrets, un enfant qui ne veut pas travailler, moi je conseille toujours à l'enseignante de lui dire, tu ne veux pas, là c'est difficile pour toi, ou tu as peur de ne pas réussir, ou tu n'as pas envie, eh bien, va prendre ton doudou, ou va te promener, va prendre un livre, mets-toi dans un coussin, ou promène-toi parmi nous, mais la seule chose que je te demande, c'est tu n'empêches pas les autres de travailler, donc tu respectes la classe, mais toi, je ne vais pas t'obliger parce que je sens que c'est dur pour toi. Et quand tu te sens prêt, tu viens me voir. Et moi, j'ai fait des expériences incroyables avec des enfants qui, quelquefois, restent, au début de l'année, surtout dans les petites classes, 4-5 semaines sans rien faire du tout, parce qu'ils ont une telle pression, ils sont tellement anxieux ou ils sont tellement révoltés déjà par plein de choses qui peuvent leur être arrivées dans la vie, qu'ils ne sont pas prêts.
Eh bien, quand vous respectez, alors je sais, ça peut étonner, hein, mais quand vous respectez le tempo de l'enfant, jusque-là, mais toujours dans un cadre où il respecte lui-même la classe, bien entendu, et de lui dire, vraiment, je sais que tu vas y arriver, et quand tu es prêt, tu viens me voir, toujours, ils finissent par venir, et quand ils se mettent à travailler, c'est incroyable, ils font tout, parce qu'ils ont dépassé leur peur. Mais c'est passé par le besoin de s'assurer qu'on allait les respecter tels qu'ils sont, qu'ils soient en réussite ou en échec. Et que donc notre accueil de leur personne ne tient pas au fait qu'ils réussissent, mais tient au fait qu'ils sont là avec nous. Et c'est ce changement de perspective que j'ai envie de partager avec vous. Il y a une autre question sur le plaisir. On dit que quand il prend du plaisir, il veut plaire à son enseignant. Je dirais que pour les jeunes enfants, c'est vrai qu'on ne peut pas déconnecter le plaisir que l'enfant prend à quelque chose du plaisir qu'il a de le partager avec un adulte. C'est pas forcément plaire. Plaire, c'est quand même déjà un petit peu se soumettre et c'est un peu une attitude de séduction et je ne suis pas sûre que c'est une tellement bonne chose. Mais qui veut faire plaisir au sens, t'as vu, maîtresse, j'arrive à le faire et tout ça, qu'il est heureux de ce qu'il arrive à faire et qu'il veut partager cette joie, oui, bien entendu. Et donc, c'est très important, deux choses par rapport à ça, de ne pas se l'approprier dans des remarques du genre « je suis fière de toi », ou que les parents le disent aussi, parce que « je suis fière », c'est pour nous. Donc, l'enfant, on l'assujettit à notre désir, et ce n'est pas juste, mais non, mais je suis heureux pour toi. C'est-à-dire, je partage la joie, mais c'est pour toi. Je suis heureux que toi, tu te donnes les moyens de cela, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et donc, partager ce plaisir et ne pas mettre les enfants en concurrence par toutes sortes de systèmes, de bons points, de classement, de toutes sortes de choses qui créent de l'angoisse, beaucoup plus qu'on ne croit, mais plutôt créer de l'entraide et la joie de celui qui a la joie de réussir, comment il pourrait aider son camarade, comment il peut collaborer pour que à la classe. Il faut que les ATSEM, les enseignants, se fassent énormément aider par les enfants. Les enfants ont un pouvoir de s'entraider fabuleux auquel on ne fait pas suffisamment appel. Et ils adorent ça quand on leur confie des responsabilités alors ça peut être travailler en petits groupes, en autonomie, ça se fait de plus en plus, mais aussi vraiment de se transmettre quelque chose. C'est-à-dire vous identifiez les dons de tel ou tel enfant. Un enfant plus doué au niveau de la motricité, en gymnastique, c'est lui qui va montrer aux autres comment on fait. Donc, vous allez pouvoir aussi développer des talents et donner la confiance. Un enfant qui manie bien des outils, qui manie mieux un outil, c'est lui qui va être plus habile pour certains dessins, etc. C'est lui qui va être responsable d'un petit groupe pour ça, etc., etc. Ce qui a aussi l'avantage que vous ne privilégiez pas certaines disciplines sur d'autres, parce qu'on est dans un système quand même de sélection sociale. Si vous êtes doué en mathématiques et si vous avez l'esprit abstrait, dans l'école française, vous êtes beaucoup plus avantagé que si vous savez très bien résoudre des problèmes de tuyauterie. Concrètement, je veux dire, comme un plombier, je ne parle pas des calculs mathématiques, voilà, voyez. Et si vous êtes extraordinairement doué pour l'empathie, la relation humaine ou pour mettre des couleurs sur un papier, vous allez être bon en art plastique, mais ça ne sera pas valorisé au même titre que les matières qu'on considère comme plus essentielles. Donc, c'est très important de soutenir le plaisir de l'enfant aussi dans la reconnaissance de sa typologie, parce que nous avons des aptitudes innées. On le voit tout petit chez un enfant de 6 mois, on voit s'il est en train d'avoir envie de bouger et on sait qu'il va être moteur, ou s'il regarde et qu'il contemple longuement autour de lui et on sait qu'il est à dominante visuelle et que tout ce qui est de l'ordre du visuel, ça va toujours être très important pour lui, ou s'il est extrêmement sensible aux émotions et au langage et on voit qu'il est déjà très fort dans les relations humaines, dans l'affectif, etc., etc. Hein? Voilà. Donc, ce qui est important, vous voyez que le fil rouge de ce que je vous dis, c'est toujours que vous puissiez être avec un enfant d'une manière où c'est votre sensibilité à sa présence et à ce qui vous manifeste, donc dans une écoute et une sensibilité à ce qui vous manifeste, qui fait que vous saisissez l'occasion de ce qui vous manifeste pour l'inviter dans le groupe, dans l'activité qu'on a proposée, dans le plaisir d'être ensemble et dans quelque chose qui se vit. Et à ce moment-là, vous créez une synergie dans la classe
Et si vous faites ça dès le début de l'année, vous allez faire de la prévention des problèmes qui est énorme, qui est vraiment extrêmement importante. Et ça suppose donc que quelque chose de très difficile, parce qu'on ne nous a pas appris ça, que vous sortez des injonctions. L'injonction, c'est tu peux, tu dois, tu veux. Et il faut le remplacer autant que possible par est-ce que tu oses? Est-ce que tu as envie? Qu'est-ce que tu as envie? Et qu'est-ce que tu te permets dans la mesure où cela sied à la situation? Moi, j'adore ce verbe qu'on n'utilise plus beaucoup dans le langage, cela sied. C'est-à-dire, cela convient à la situation et ça suppose qu'on sent de manière assez fine que j'ai envie, même l'enseignant, hein, c'est vrai pour l'enseignant, c'est vrai pour la TEM, j'ai envie de proposer ça à cet enfant, mais je sens qu'il n'est pas prêt ou il n'est pas disponible. J'attends. Quand vous rentrez chez vous, vous voulez parler à la personne que vous aimez de vos soucis, mais elle rentre, elle a un mal de crâne pas possible et elle a des contrariétés dans la journée, vous allez repousser le moment où vous lui confierez vos soucis. Parce que ce n'est pas le moment. Il faut sentir ça. Sinon, on impose. Les injonctions, c'est on impose et on demande à l'enfant d'entrer dans nos cadres. Et bien sûr que l'enfant va devoir entrer dans des cadres. Mais pour qu'il puisse le faire, il faut d'abord qu'on aille à sa rencontre. Voilà. Je vois une question là. Comment gérer les émotions d'un enfant qui présente des troubles d'autisme? Alors, c'est très compliqué. Alors, j'ai envie de vous dire très vite deux choses. Je ne peux pas répondre à une question aussi complexe parce que c'est une histoire de spécialiste. Je ne peux pas là maintenant, mais je vais vous donner quand même quelques pistes. D'abord, on parle beaucoup de gérer les émotions aujourd'hui. On ne gère pas une émotion, c'est une illusion totale. On ne gère pas nos émotions et c'est très important de le comprendre. Le cortex, l'intelligence corticale, n'a pas de pouvoir sur les émotions. Vous le savez tous. Il y a des moments où vous vous dites, allez, maintenant, je vais me retrouver devant ce directeur, cette personne et tout. Je ne me laisserai pas intimider cette fois-ci, je ne me laisserai pas intimider. Puis vous arrivez devant la personne et vous avez de nouveau le souffle coupé, les mains moites et vous n'êtes pas bien parce que cette personne, elle a une emprise ou qu'elle est très intimidante, ou etc., etc. Et vous savez bien qu'il ne suffit pas de le vouloir de toutes ses forces et de décider pour le réussir. C'est pour ça qu'il faut arrêter de dire tu veux, tu peux, etc. Parce que c'est faux. On ne peut pas décider de pouvoir. On ne peut pas vouloir et on ne peut pas vouloir pouvoir. Ça ne marche pas comme ça. Et toutes les neurosciences nous confirment ce que je vous dis aujourd'hui, ce que je vous dis là. C'est-à-dire que nous avons un cerveau affectif qui se situe entre les deux diaphragmes, le diaphragme thoracique et le diaphragme pelvien, c'est-à-dire toute cette zone du cœur, des sentiments et des émotions profondes, des sentiments profonds qui sont viscérales, qu'on appelle viscéral. On dit bien que ça part des tripes, hein, c'est ça qu'on dit. Et ça, tout ce monde qui est là, très profond, c'est celui c'est celui qui est à l'origine de tous nos grands choix, en fait. C'est par là qu'on vit. Et ensuite, le cerveau se représente ça. Le cerveau est comme un miroir de notre monde intérieur, viscéral, profond. Et c'est quelque chose de très profond. Et donc, si on dit à un enfant, tu dois pouvoir vouloir, en fait, on lui demande que son cortex guide ses élans, ses désirs, sa maturité, et on le met en échec, en fait, parce qu'il ne peut pas. Donc, on va l'aider à dire, comment je peux t'aider à avoir envie de ça? Et est-ce que tu te le permets? Et est-ce que tu crois que ça convient? Un enfant, il a envie de faire le singe sur sa table, etc. Vous pouvez lui dire, oh, mais c'est formidable comme tu aimes bouger. Mais c'est magnifique. Mais est-ce que tu crois que c'est adapté là maintenant tout de suite ou que ce serait mieux que tout le monde tout à l'heure dans le gymnase? Et si tu veux, on va aller tout à l'heure dehors ou dans le gymnase et là, tu vas nous montrer ce que tu sais faire. Eh bien, si vous parlez comme ça, l'enfant, il s'arrête de bouger et de gesticuler de manière inutile. Si vous lui dites maintenant, tu arrêtes parce que vous prenez ça pour de la provocation et vous dites, tu arrêtes maintenant, sinon tu es puni ou tu n'écoutes pas, ou etc., ou que même vous interprétez son intention qui serait mauvaise d'empêcher la classe, vous allez le braquer, vous allez faire des enfants soit soumis, et bon, on pourra en parler, mais c'est pas terrible la soumission, parce que ça ne permet pas de devenir soi, soit des enfants qui vont s'enfoncer dans l'opposition et se mettre un petit peu hors jeu.
Donc ça, c'est des choses extrêmement importantes, hein, ce que je vous dis là. Donc, on ne gère pas ses émotions. Donc, on ne peut pas aider un enfant, ni même un adulte, à gérer ses émotions, mais à accueillir les émotions et les sentiments pour les transformer, ce qui n'est pas la même chose. Accueillir, c'est-à-dire, je suis en colère, eh bien, je ne me reproche pas d'être en colère. Je suis en colère et il y a sûrement une raison très profonde et j'ai le droit de le dire. Ce petit frère qui vient d'arriver, cet élève qui est à côté de moi, qui réussit beaucoup mieux que moi, qui me prend mes affaires, j'ai envie de lui casser la figure, eh ben, c'est très important que je puisse dire, mais je ne supporte pas ça. Et une fois que j'accueille mon émotion, je peux à ce moment-là aider l'enfant à trouver une solution pour exprimer sans violence. Mais ça passe par un accueil de l'émotion et par une transformation de l'émotion d'une manière ajustée à nos relations humaines. Et ça, malheureusement, pour un enfant autiste, ce n'est pas possible, puisqu'il a déjà, de par son trouble, une faculté assez extraordinaire de se couper de ses propres émotions. Donc, il y a des moments où il est totalement coupé de son émotion et d'autres moments où il est envahi, submergé par son émotion. Donc, la difficulté, c'est… Alors, évidemment, il faut qu'il soit accompagné de spécialistes. Évidemment, pour vous, les ATSEM, qui quelquefois avaient en charge des enfants comme ça, c'est très difficile. Il y a une chose que vous pouvez faire, c'est déjà toujours rester proche. C'est des enfants qui n'aiment pas le contact physique, mais qui ont besoin du contact dans le sens d'une proximité de compréhension. Faire sentir qu'on ne le considère pas comme un poids ou un problème, mais qu'on a envie qu'il se sente bien. Accepter qu'on ne lui demande pas la même chose qu'aux autres. Ça ne veut pas dire qu'on renonce à lui transmettre, mais qu'on accepte qu'il ne le recevra pas par les mêmes canaux et pas au même rythme ou de la même manière. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas faire des bons d'intelligence par moment et même être quelquefois très performant. Mais on ne peut pas lui demander de contenir ses émotions comme nous. On ne peut pas. Donc, encore une fois, la meilleure manière, ça rejoint ce que je vous ai dit depuis le début, c'est donner à l'enfant une place, peut-être permettre à cet enfant de trouver son mode d'expression. Souvent, ils aiment bien ce qui est assez théâtral. Donc, lui proposer de jouer devant les autres un rôle ou de faire quelque chose, ou le laisser se mettre quelquefois à l'écart pour pouvoir régler une émotion à la manière qu'il a l'habitude de faire par lui-même. Le plus souvent, quand un enfant autiste trouble le groupe, c'est parce que nous, sans le vouloir évidemment, nous faisons l'erreur de lui demander de rentrer dans les codes de comportement que nous voulons pour la classe, mais dont il n'est pas capable. Donc, il faut trouver une danse, une solution, je ne sais pas. Il faut lui permettre par moment de sortir, de s'aérer, de sortir avec un autre enfant, de revenir. Il faut lui permettre faut l'aider à trouver quelque chose dans quoi il se sent bien. Ça peut être tout à coup de dessiner, de crayonner. Il faut essayer de ne pas complètement l'empêcher d'avoir les rituels dont il a besoin pour se sécuriser, etc., etc. Mais c'est très compliqué parce que ce n'est pas votre métier et que c'est un métier de spécialiste et que c'est bien l'intégration. Mais il faudrait à ce moment-là, évidemment, un personnel spécialisé qui vous accompagne. Voilà. Comment établir l'autorité naturelle lorsqu'on sait qu'en étant parfois très proches, ils ont souvent tendance à ne plus écouter les consignes? Ah bon? Qu'est-ce que vous appelez très proche? Si la manière d'être proche, c'est de ne plus faire respecter les autres, ce n'est pas une bonne manière d'être proche. Si la manière d'être proche, c'est créer un lien affectif tel que l'enfant se sent tous les droits, il est dans une toute puissance parce qu'il a le sentiment d'avoir une sorte d'adulte qui le protège, ce n'est pas juste. Donc la proximité que vous donnez, elle doit confirmer, elle doit toujours être confirmante, mais dans l'intention que l'enfant puisse vivre avec les autres enfants. C'est-à-dire, il ne faut pas vous approprier cette proximité. Il ne faut pas que vous créez un lien intime, personnel avec eux, au sens que vous êtes comme un grand frère, ou etc. Non, c'est une proximité dans le moment. Donc, merci pour votre question parce que ça me permet de préciser des choses. C'est une proximité dans le moment, mais c'est une proximité qui ouvre dans le détachement. C'est-à-dire, c'est un moment où je vais autour de l'enfant parce que c'est un moment difficile pour lui, pour X raisons. Mais dès qu'il a trouvé son assise, je m'éloigne et je lui dis, j'ai confiance et on pourra se revoir si tu as besoin ou je reviens tout à l'heure si tu as besoin. Mais il y a toujours un mouvement, un double mouvement, confirmation
détachement, confirmation, détachement. C'est-à-dire, je viens, j'accueille le problème, j'apaise, je propose une petite aide, puis je me détache, je laisse l'enfant intégrer ce que je lui ai donné. Si je crée systématiquement un lien trop proche avec un enfant, il va se sentir tout puissant. Si momentanément, il n'écoute pas les consignes de l'enseignant parce que vous êtes obligé de vous occuper de lui parce qu'il a une difficulté, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, il y a une chose qui m'a beaucoup choquée là pendant la crise du Covid, c'est qu'on a dit que c'était tellement catastrophique parce qu'il y avait certains enfants qui n'avaient pas d'ordinateur chez eux et qui pendant un mois n'avaient pas pu, ou 2 mois ou 3 mois n'avaient pas pu du tout recevoir d'enseignement. Mais pour moi, ce n'est pas ça qui est catastrophique. Les enfants, ils ont appris autre chose, à condition qu'ils aient pu être dans des conditions de vie qui leur permettaient d'aller se promener dans la campagne ou faire autre chose, ou peindre, ou je ne sais pas quoi. Évidemment que quand il y a des difficultés sociales et familiales qui ne permettent pas du tout à l'enfant d'être structuré, là, il y a un manque. Mais si vous voulez, il ne faut pas non plus considérer que c'est parce qu'on a perdu une leçon. Je vous donne un exemple. J'accompagne un enfant là en ce moment qui va vivre une opération assez grave où on va lui casser la mâchoire parce qu'il y a des problèmes de dentition très graves. On va lui casser la mâchoire et il va y avoir 2 mois de rééducation. Et c'est un enfant très brillant qui a 17,5 de moyenne. Et les maîtres ont dit qu'après l'opération, pendant la convalescence, il faudrait qu'il ait des cours supplémentaires le mercredi pour rattraper son retard. Pour moi, c'est terrifiant de penser les choses comme ça, parce que je pense qu'il a beaucoup plus besoin d'avoir une bonne convalescence en prenant les devoirs et en rattrapant tranquillement, mais à son rythme. Et c'est un enfant qui a de toute façon d'excellentes bases et qui il va récupérer. Mais vous voyez, cette espèce de pression qu'on met que ben là, maintenant, l'enfant n'a pas écouté la consigne, etc. Mais ce n'est pas grave. Vous pouvez dire à l'enfant, tu n'as pas pu écouter la maîtresse tout à l'heure, est-ce que ça t'a aidé? Comment j'étais avec toi? Et maintenant, on va trouver une solution pour que ce que tu n'as pas pu faire là, on va le faire à un autre moment. Et bien sûr, ça suppose que vous, les ATSEM, vous êtes dans un contact de confiance avec l'enseignant. Ça, c'est fondamental. Si vous n'êtes pas une équipe tous les deux, s'il y a une hiérarchie entre vous et que vous devez juste exécuter des choses et que vous ne pouvez pas, vous êtes inquiet de ne pas être suffisamment au service de l'enseignant, mais que vous ne pouvez pas établir un dialogue avec l'enseignant et que vous n'avez pas avec lui la possibilité d'un choix de comportement éthique et affectif pour les enfants, c'est très compliqué pour vous. Et pour moi, ce n'est pas ça un ATSEM, ce n'est pas quelqu'un qui est au service de l'enseignant et qui n'a rien à dire, qui exécute juste des tâches. C'est quelqu'un qui est un collaborateur, c'est vraiment une équipe main dans la main, parce que l'enseignant, il a plus la responsabilité de la transmission en contenu didactique et l'ATSEM a alors la merveilleuse possibilité d'aller au contact des enfants, plus de manière plus créative, je dirais, dans la vie de la classe. Hein? En petite section, c'est compliqué puisque la partie langage n'est pas maîtrisée. Alors, là, on est en visio. Vous êtes aux 4 coins du monde et on est ensemble. Et je voudrais vous poser une question. Est-ce que vraiment, là maintenant, ce que je vous dis, ça ne passe que par la parole? Ou est-ce que vous percevez de moi certaines choses dans ma manière d'être, dans la manière passionnée que j'ai de parler, dans toute ma manière d'être, qui fait que vous sentez qui je suis derrière ce que je dis? Vous sentez comment je m'engage dedans, pourquoi ça me tient tant à cœur. Vous sentez que moi, j'ai vécu sûrement des choses qui font que c'est vital pour moi de donner cette aide parce que je suis trop sensible à la souffrance des enfants qui ne reçoivent pas cet accueil inconditionnel dont j'ai parlé, etc. Et tout ça, vous le percevez dans un langage subliminal qui dépasse de beaucoup le langage verbal. Donc, j'ai envie de vous dire, comment vous faites pour parler avec vos enfants quand ils naissent? Comment vous faites? Vous attendez qu'ils parlent pour communiquer? Bien sûr que non. Dès que vous les tenez dans les bras, vous sentez s'ils sont raides, s'ils sont en confiance, s'ils sont mal, s'ils se tortillent, s'ils sont fatigués ou s'ils sont tout ouverts à la rencontre. Dès que vous les regardez, dès que vous les tenez dans vos bras, vous avez une communication d'une richesse inouïe. Eh bien, les petits, c'est pareil. Un enfant qui est tout affaissé sur lui-même, qui est tout stressé, tout posé comme ça, qui est là, qui dit « Oh là là, maîtresse !»
et même s'il ne parle pas bien, même s'il chouine, vous savez tout de suite la tonalité affective, la manière dont il est là, comment il va vers les autres, ou alors il est tout de suite déjà dans le combat, tout de suite sur la défensive, et vous sentez, oulala, lui, il va falloir vraiment l'apprivoiser comme un petit animal sauvage, parce qu'il a beaucoup de mal, il faut que je l'apprivoise pour qu'il puisse entrer en contact avec les autres. Et tout ça, c'est des perceptions qui ne sont pas langagières. Donc, bien sûr que plus l'enfant aura du vocabulaire, plus il pourra exprimer ce qu'il ressent. Mais vous communiquez avec eux bien plus tôt que ça. Donc, en petite section, il faut que vous utilisiez d'autres moyens de communication. La musique en est un essentiel, le mouvement du corps. Quand un enfant n'arrive pas à dire quelque chose, vous leur demandez un récit, de raconter, je ne sais pas comment c'était le matin à la maison ou dimanche, et puis un enfant qui ne maîtrise pas le langage ne peut pas le dire, bah, vous lui demandez de le danser, de le montrer avec ses mains, etc., de jouer. Moi, j'ai beaucoup accompagné des écoles quand on a commencé à mettre les masques comme ça, parce qu'il y avait des enfants qui vraiment perdaient le contact avec les masques, et ben, on a exagéré les regards, les émotions, les gestes. Par exemple, de dire bonjour comme ça, avec tendresse, comme ça, et tout ça. De temps en temps, descendre le masque une seconde pour voir la bouche, faire tirer la langue, et puis remonter, et remettre toute la tendresse de la complicité en place. Et à ce moment-là, l'enfant, il vous comprend à mi-mot. Donc, ne vous laissez pas enfermer dans des peurs comme ça et dans des contraintes comme ça. Bien sûr, le langage est important, mais il y a 1000 langages qui sont là tout le temps en même temps. Alors, il y a peut-être un point qui revient dans les conversations. Je vois des collègues qui disent il y a des enseignantes qui le prennent mal, le fait de faire ce que Oui. vous êtes en train de dire, ou des collègues qui se posent la question de savoir est-ce que les enseignants ne vont pas avoir l'impression qu'on prend leur place, etc. J'ai l'impression que c'est une préoccupation qui revient dans le questionnement, cette place de la SEM justement, dans cette relation affective. Avec l'enseignant. Mm. Oui. Alors, effectivement, c'est très important. Merci Dominique, parce que oui, pour moi, ça va de soi, mais c'est parce que je travaille depuis longtemps et que je les aide à faire des équipes. Mais je pense que c'est très important comment vous vous situez, vous, les ATSEM, dans votre sûreté intérieure, dans votre confiance, dans votre sentiment, parce que vous êtes plus proche des enfants. Quand je dis sentiment, ce n'est pas au sens sentimental, c'est au sens du sentiment profond. Vous avez l'intuition affective de comment sont les enfants, parce que vous êtes forcément dans une relation individuelle plus proche, en général, que l'enseignant. Donc, la première des choses, c'est qu'il faut que vous soyez très profondément convaincu que votre rôle est essentiel, que vous êtes un point d'appui essentiel de la classe. Une classe qui tourne avec ou sans ATSEM, c'est le jour et la nuit pour moi. Un ATSEM, c'est vital pour les enfants, parce que c'est la personne qui va comprendre un chagrin, un problème. C'est la personne qu'on pourra alerter sur quelque chose et qui va compenser le fait que l'enseignant a toute cette pression de transmission. Donc, vous êtes vraiment profondément complémentaire avec l'enseignant, et il faut essayer autant que possible. Alors, au début, il y a des enseignants qui, effectivement, n'ont pas du tout envie qu'on fasse place à tout ça. Donc, n'essayez pas de les convaincre. N'essayez surtout pas de les convaincre. Mais vous, par votre manière d'être, si vraiment vous faites sentir à l'enseignant que tel enfant, il est apaisé, que tel enfant, il l'écoute mieux, que tout votre travail, au fond, même si ce n'est pas dans l'instant, il est au service de la classe, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup d'enseignants qui, au bout de 2 ou 3 mois, vous disent « non, mais je ne suis pas d'accord, etc. etc. » Et vous pouvez tranquillement, de votre position humaine, dire « moi, je ne peux pas renoncer à être proche comme ça », ce qui n'empêche pas que s'il vous demande de lui rendre service pour distribuer du matériel ou pour d'autres choses, vous le faites, ou pour accompagner les enfants aux toilettes, etc., vous le faites. Il ne s'agit pas de se mettre en opposition ou en rupture, mais quand même, il faut aider l'enseignant à se rendre compte qu'il y trouve son compte, et que c'est tellement mieux de marcher main dans la main. Et ça, c'est pour ça aussi que j'avais accepté la proposition de Dominique, parce que pour moi, c'est vraiment important que vous, les ATSEM, vous n'ayez pas une position subalterne, mais une position, une estime profonde de votre rôle.
c'est parmi ce qu'il y a de plus important dans l'existence d'être capable de donner à un jeune enfant la sécurité. Vous savez, moi, je vous parle de ça parce que, enfant, moi, j'étais dans une famille, ma mère avait beaucoup de mal à accepter d'avoir une fille, donc c'était très difficile pour moi. Mais j'ai eu à 4 ans une enseignante en maternelle qui a vu qui j'étais, qui, sans jamais rien dire à personne, donc elle ne m'a jamais traitée de manière particulière, etc., me gardait après la classe, m'a un petit peu appris à écrire. À 4 ans, à 4 ans et demi, je savais écrire tellement je l'aimais, cette femme. J'ai 65 ans et je m'en souviens encore aujourd'hui. Elle a changé ma vie parce qu'elle m'a fait totalement confiance. Il y avait une sorte de petite complicité silencieuse entre nous et je savais qu'elle avait vu qui j'étais. Et j'étais tellement heureuse à l'école que j'oubliais mon sac à l'école et je ne voulais plus rentrer à la maison. Eh bien, elle a changé ma vie. Je vous dis, toute ma relation à l'école, toute ma confiance dans la vie, ça s'est reposé en partie sur cette relation-là. Et elle n'a rien fait de spécial, mais elle était vraiment là pour moi et elle ne m'a jamais jugée. Tout ça. Donc, ne sous-estimez pas l'impact que vous avez sur les enfants. Et n'importe quel enseignant qui est un tout petit peu ouvert, il va se rendre compte, même s'il le veut, au début ça l'étonne un peu, demandez-lui, vous pouvez dire, faites-moi confiance sur certains points, et puis si ça ne marche pas, on en reparle, mais laissez-moi 1 mois ou 2 pour que ça puisse, pour que je puisse expérimenter ça. Et la plupart du temps, ça donne des résultats tellement merveilleux qu'après, ils vous disent, oui, c'est beaucoup mieux comme ça aussi pour moi. Et je pense que c'est important aussi que vous soyez très en contact avec d'autres ATSEM de l'école, avec d'autres enseignants, c'est-à-dire ne vous isolez pas. Mais tout ça, tout ce que je vous dis en fait, vous voyez bien que ça repose sur ce que je vous ai dit au départ, et ça c'est peut-être le plus difficile à préserver, et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui ensemble, c'est que le but de l'existence n'est pas de devenir le meilleur élève d'une grande école ou des choses comme ça. Le but parce qu'on peut faire de ça le meilleur et on peut faire de ça le pire. Le but de l'existence, c'est savoir vivre ensemble de manière heureuse, apaisée. Et ensuite, les possibilités d'apprentissage de chaque enfant, selon ce qu'il est, elles surgiront de toute manière. Mais on met toujours la charrue avant les bœufs. On veut aujourd'hui faire une compétition même entre les nations. Quand vous entendez le conseil scientifique qui conseille M. Blanquer, il dit clairement qu'il faut un petit peu se mettre à l'écoute des pays comme la Corée où les enfants sont poussés, etc., et qu'on va utiliser ce qu'on sait des neurosciences pour faire apprendre le plus tôt possible 2-3 langues, parce que c'est bien, le cerveau est malléable, etc. Moi, j'ai entendu plusieurs émissions, on ne parle plus des enfants, on parle du cerveau des enfants. Moi, ça m'inquiète un peu quand même. Parce que pour moi, oui, bien sûr que c'est beau de pouvoir développer ces possibilités, mais encore une fois, pas à n'importe quel prix. Et sûrement pas au prix du mépris de son voisin, d'un sentiment de supériorité, d'une incapacité de communiquer, etc., etc. Alors, une petite fille qui s'exprime avec des hurlements en classe, c'est une petite fille qui est extrêmement insécurisée ou qui vit des perturbations très graves dans sa famille, soit parce qu'elle est livrée à elle-même et qu'elle est dans un manque total de repères, soit parce qu'elle vit des violences. Donc, il y a quelque chose qui fait que elle ressent le groupe et la classe aussi comme une violence. Donc, voilà, dans un cas comme ça, vous voyez, par exemple, il est évident que le maintien en classe de l'enfant n'est pas une bonne chose. Donc, la première chose à faire, et ça, la maîtresse, elle le comprendra, ou le maître, ils le comprendront, parce que et ce n'est pas son intérêt de garder un enfant qui hurle en classe, ça empêche tout le monde de travailler. C'est hyper stressant, et les autres ne peuvent pas être bien non plus. Donc, il y a 2 choses à faire qui sont importantes. Et ça, c'est vraiment important, et ça, vous pouvez beaucoup le faire, vous les ATSEM. La première, c'est on sort avec l'enfant, l'ATSEM sort avec l'enfant, et prends le temps de l'apaiser. Prends le temps de rester. Je reste avec toi, ne t'inquiète pas, tu peux compter sur moi, je vais rester avec toi. On va trouver une solution. Je vois que tu n'es pas bien. Et même si vous ne savez absolument pas ce que vous allez faire, ça n'a pas d'importance, mais il faut que vous ayez confiance que votre présence suffit à sécuriser l'enfant. Et si vous osez faire ça plusieurs jours de suite, elle va s'apaiser, c'est certain. Et ensuite,
si elle sait déjà bien s'exprimer, en petite section, je ne sais pas si elle sait déjà bien, mais ça, c'est une petite fille qui est terrorisée. Il faut surtout qu'elle puisse apprivoiser tout doucement le contact avec les autres. Une classe, je ne sais pas, par exemple, de 30 élèves, c'est effectivement très, très difficile. Eh bien, c'est beaucoup trop pour elle. Il y a beaucoup d'enfants à 3 ans qui sont paniqués par le nombre d'enfants avec lesquels ils se retrouvent, etc. Donc, il faut communiquer d'abord, donc d'abord l'apaiser seule, ensuite voir si elle peut avoir des affinités avec 1 ou 2 enfants, demander si ces enfants veulent bien qu'on fasse une petite rencontre comme ça à la récréation, où on va se donner la main, même poser la main sur l'épaule, si avec le Covid, vous êtes dans un coin où il y a des règles un peu strictes, qu'on va se mettre dos à dos, faire un petit jeu pour sentir par le dos, et puis ensuite, vous initiez un petit jeu, qu'elle joue avec les mains ou qu'elle joue à sauter avec une petite corde ou des choses. Et il faut donner du plaisir à cet enfant très progressivement avec un enfant, puis 2, puis 3, et pour qu'elle puisse sentir qu'elle est en sécurité. C'est une enfant qui ressent ou imagine des choses assez graves. Je ne peux pas vous dire quoi, mais voilà. Donc, le principe de ce que je vous dis, c'est toujours aller là où est l'enfant, redescendre avec lui dans son insécurité, jusque là où il est, aller le rencontrer là où il est. S'il hurle comme un enfant de 6 mois, eh ben, on le prend si on ne veut pas le toucher parce que c'est plus permis et tout, vous vous mettez assis par terre, vous ouvrez un petit peu les jambes, l'enfant pose le dos contre votre giron, et puis il se pose contre vous. Et vous, comme ça, le souffle ne se touche pas, et tout ça, et pour autant, vous sécurisez l'enfant. Et ensuite, petit à petit, seulement au rythme où il veut bien, vous lui dites, regarde, on va aller à la porte de l'école et on va regarder de la classe, on va les regarder travailler. Moi, je reste avec toi et on ne va pas rentrer. Petit à petit, on va lui permettre d'apprivoiser son espace et l'espace relationnel et affectif. Voyez, c'est ça. Mais le problème, c'est que on croit qu'on doit aller trop vite, on veut aller un petit peu trop vite et on essaye de forcer un petit peu et surtout par la raison. Alors, il ne faut jamais aller par la raison. C'est-à-dire, tu sais, c'est raisonnable et on explique. Alors, là, on crée encore plus de difficultés parce que l'enfant comprend. À 3 ans, l'enfant comprend ce que vous dites, mais il ne peut pas le commander. Donc, vous le mettez encore plus en difficulté puisque vous lui dites, tu dois pouvoir, mais tu ne peux pas. Ça crée un dilemme intérieur qui est très, très douloureux. Donc, non, vous lui dites, oh, je sais, c'est vraiment dur, hein. Moi, je suis avec toi jusqu'à ce que ça aille bien. Et en attendant, c'est pas grave, on va rester. Mais ça peut être que l'enfant reste dans un coin de la classe, blotti dans une petite couverture ou dans un coussin, ou si vous êtes dans une région où il fait chaud, ben, dans un endroit où il est près de la fenêtre, il a de l'air, et puis voilà, il faut le sécuriser avant tout, avant tout. Et à ce moment-là, petit à petit, vous allez gagner sa confiance, et après, vous obtenez tout ce que vous voulez d'un enfant comme ça. Mais si quelqu'un veut la gronder, la punir ou part du principe qu'il y a une mauvaise intention, ben, vous risquez de vous mettre un obstacle énorme sur votre chemin. Et pour très longtemps, pour des mois, parfois pour toute la scolarité. Il y a beaucoup de scolarités qui ne se passent pas bien parce que ça a mal démarré en maternelle. Oui, les enseignants ont peur que vous preniez leur place. Rassurez-les. Dites-leur que vous n'avez pas du tout envie d'être à sa place. Dites-leur, oh non, j'ai pas envie d'être à votre place, je suis tellement contente de la mienne. Moi, je pense que, vous parlez des motivations de la HATSEM, je pense que j'espère que mon intervention va vous aider à réhabiter et réinventer votre métier. Votre rôle est très beau si vous ne le vivez pas comme, encore une fois, hiérarchiquement inférieur et comme un rôle juste d'aide et de soumission à quelque chose dont vous ne comprendriez pas le sens. Il faut que vous puissiez donner un sens à votre métier et le sens qui vous touche, vous. C'est-à-dire, vous êtes là pour que les enfants puissent être bien dans la classe. C'est ça votre mission. C'est ça. Et donc, vous pouvez être complémentaire complètement et il faut créer cette complémentarité autant que possible avec l'enseignant, autant que possible. Évidemment, dans les limites de ce qui est possible. C'est toujours la vie, ça. Mais quand même. Et je pense que si vous vous permettez d'être comme ça, mais sans entrer encore une fois, le but n'est pas de vous opposer, mais que vous faites sentir que c'est l'intérêt de la maîtresse qu'on règle ses problèmes affectifs pour que l'enfant soit disponible
parce qu'il est à l'aise dans le groupe et qu'ensuite c'est bon, il aime venir, il aime sa classe. Vous le savez, il y a des classes, il y a une bonne synergie, mais c'est un vrai bonheur toute l'année. À la fin de l'année, les enfants disent maîtresse, maîtresse, ou à la TSEM, tu m'écriras pendant les vacances, ou bien ils amènent des petits cadeaux, etc. Mais c'est fabuleux. Vous n'oubliez jamais des moments comme ça. Vous voyez, c'est des rôles profondément maternels, mais pas dans un sens bisounours, mais dans un sens de toute la structure que nous donne pour toute notre vie l'amour d'une mère ou d'une grand-mère, quand on l'a eu dans l'enfance. Être trop gentil provoque un problème d'attachement. Oui, cette question, elle rejoint quelque chose que j'ai déjà dit qui est très, très important. Tout ce que je dis là n'a de sens que si vous savez vivre le détachement. Le détachement, c'est pas bon, maintenant ça suffit, c'est pas l'indifférence, c'est pas le rejet. Le détachement, c'est la confiance que je donne à l'enfant, que quand j'ai vécu, et vous savez, c'est des temps très brefs en fait, quelquefois c'est 5 minutes, 10 minutes avec un enfant, et je lui ai fait sentir, je suis là, et j'entends bien ce que tu me dis, et je vois bien que c'est dur pour toi, et je vais t'aider. Ça n'est jamais « oh mon pauvre », ça n'est jamais dans la plainte, ça n'est jamais dans la surprotection, et ça n'est jamais dans la préférence. Et quand vous êtes, c'est-à-dire qu'il faut que vous soyez tellement droit et structuré dans ce que vous êtes, tellement clair dans ce que vous êtes, que vous pouvez descendre profond dans l'écoute, l'affection compassionnelle de « oui mon grand, je sais que c'est dur », oui ma petite, oui je sais, tu as peur, donc j'exprime le vécu, je fais sentir que je suis dans une profonde compassion, mais aussitôt après je verticalise, mais j'ai confiance en toi, tu vas y arriver. Tu vas y arriver, moi j'ai confiance. Et aussitôt, il y a un détachement qui s'ouvre. Et ça se fait en très peu de temps, en fait. Tandis que si vous restez dans quelque chose tout le temps avec un enfant, c'est pas bon du tout. Donc, il ne s'agit pas du tout de créer un lien tout le temps où vous passez des mois à protéger un enfant. Ce n'est pas ça du tout dont je parle. Hein. Pas du tout. Et là, alors, après, il y a des enfants en carence affective très grave qui vont beaucoup s'attacher à vous. Et si vous le laissez vous suivre, mais que vous ne répondez pas d'une manière possessive, c'est-à-dire un enfant, il vous colle, si vous le repoussez, ça va être de pire en pire. Il va s'agir, se sont rejetés. Le résultat du rejet, c'est l'agrippement, et c'est de pire en pire. Donc, laissez-le vous coller, promenez-vous en marchant lentement, un peu comme si vous nagiez dans l'eau, puis il nage à côté de vous, laissez-le, et de sentir qu'il est accepté, vous dites « Ah, mais j'ai un petit poisson qui me suit ». Ou il y a oh là là, je suis une maman canard maintenant parce qu'il y a un petit canard qui me suit là, tout le temps, mais je ne savais pas que j'avais un petit poussin. Vous mettez de l'humour, du détachement, de la joie, et l'enfant, et puis vous lui confiez des petites responsabilités, et de lui-même. Alors, les enfants très carencés, peut-être qu'ils vont rester plusieurs semaines avec vous, mais si vous êtes dans un bon détachement, ils vont à un moment donné se détacher et aller vers d'autres enfants. Et il faut favoriser les amitiés entre les enfants. Moi, j'entends beaucoup dire, alors je pense que ce n'est pas partout, mais j'entends beaucoup dire que dans certaines écoles, on sépare les enfants qui sont amis pour qu'ils travaillent mieux. C'est totalement à l'opposé de ce qui permet à un être humain d'être en sécurité. Il n'y a que dans la confiance et dans le plaisir des amitiés qu'on peut prendre sa place dans la vie. C'est parce qu'il y a des gens qui nous aiment qu'on peut prendre notre place dans notre vie. Donc, séparer des enfants qui ont des affinités, c'est une catastrophe. En revanche, on peut dire, là, vous êtes de très bonnes copines. Moi, ça m'enchante de voir comme vous êtes des bonnes copines, sauf que vous discutez tout le temps et moi, on ne peut plus travailler. Donc, on vous laisse ensemble à condition que vous respectez le groupe. Vous voyez, ce n'est pas pareil. Les enfants en grande carence affective, même s'ils s'attachent à vous, résoudrez tout le problème, mais exactement comme je vous l'ai dit pour la maîtresse que moi j'ai eu un enfant, même si c'est un petit peu difficile pour lui de se détacher de vous et tout, vous aurez donné quelque chose de bon, c'est-à-dire qu'il sait que ça existe. Mais il n'a pas besoin de le vivre que tout le temps avec vous. Donc, il faut que aussi vous soyez au clair. Évidemment que si vous êtes tellement touché par sa détresse que vous voulez remplacer sa mère, il le sent, et là, c'est faux. Là, il y a trop d'attachement. Ce n'est pas ça le but. C'est donner le sentiment. J'ai bien vu et entendu ta souffrance, pas forcément le dire avec des mots, mais donner à l'enfant le sentiment, et je vais t'aider, je vais t'accompagner pour que tu puisses prendre ta place maintenant à l'école. Et je sais que tu en es capable.
Et c'est vraiment être habité de ce sentiment que tout enfant, d'où qu'il parte, peut trouver d'une manière relativement apaisée sa place dans la classe, indépendamment de ses capacités intellectuelles et donc de ses performances scolaires. Et c'est ça la beauté de votre rôle à vous, c'est que vous n'êtes pas tenu d'inscrire l'enfant dans le travail et les performances, pas au sens où vous ne vous en occupez pas du tout, mais au sens où ils sentent bien que vous êtes là pour autre chose et que donc ça leur permet d'y venir pour être en classe, mais ils savent que c'est parce que vous les accueillez tels qu'ils sont et que vous, contrairement au système scolaire, enfin, contrairement à la maîtresse, au système d'évaluation, etc., votre attention n'est pas centrée là-dessus. Votre attention, c'est donner le terreau à la plante pour qu'elle puisse pousser. Et là, parce qu'elle pousse, elle va devenir curieuse, ouverte, intelligente, dans un domaine ou dans un autre. Brigitte, si on peut, j'ai relevé 2 questions qui peuvent peut-être enchaîner. Une question qui demande justement comment l'adulte peut se régénérer en termes de force quand il a essayé plein de solutions. Et puis une deuxième question qui a été posée 2 fois, c'est comment un enfant perturbateur peut être aidé par les autres enfants? Oui. Alors, comment se régénérer? Alors, évidemment, il faut savoir que c'est des métiers très éprouvants sur le plan affectif. Donc, vous êtes au contact de ce qu'il y a de plus sensible dans l'être humain. Il y a des êtres qui sont quand même tout jeunes, un petit peu démunis. Donc, c'est vraiment important que vous alliez à l'extérieur, en dehors de votre métier, chercher des forces dans l'amitié, dans des relations affectives aussi qui vous nourrissent, dans des moments de légèreté, de plaisir où vous vous permettez d'être insouciant. Ça, c'est quand même très important. Si vous êtes trop envahi par votre métier, à un moment donné, vous allez saturer. Donc, n'ayez aucune culpabilité de vous donner des temps de liberté par rapport à ça, parce que vous revenez régénéré. Hein. Et autre chose est très important, c'est que vous parliez entre vous. Essayez de créer des petits groupes. Essayez de rencontrer d'autres ATSEM qui vivent des choses semblables. Essayez de partager avec des gens du même métier ou même avec d'autres métiers proches de la petite enfance. Ça peut être aussi des assistantes maternelles, ça peut être aussi, mais pas que. Vous voyez, moi j'ai un fils qui s'occupe de migrants, qui s'occupe des jeunes migrants qui arrivent mineurs dans les rues, et il s'occupe d'une association qui trouve de l'hébergement et qui les aide à faire leurs papiers, à trouver des formations professionnelles, etc. Donc il est en contact avec des jeunes qui ont été quelquefois torturés, qui ont 16 ans, qui ont vécu déjà des enfers. Eh bien, il me dit que ce qu'il a trouvé pour pouvoir. Il dit, il y a des moments, je crois, j'ai l'impression que je vais devenir fou tellement il y a de souffrance. Et il dit, il fait de la haute montagne, il est alpiniste par ailleurs, il vit à Grenoble, et donc il dit que quand il monte comme ça à la paroi, il est tellement obligé d'être totalement attentif à ce qu'il fait, parce que chaque geste est important, que ça lui coupe toute la pensée, puis il arrive dans des paysages d'une telle beauté que quand il redescend, il est lavé de toute difficulté. Donc il faut trouver, chacun selon son tempérament, des choses comme ça qui vous sortent complètement de la préoccupation de votre métier, qui vous habitent complètement. Voilà. Essayez, mais prenez soin de vous. Ne sous-estimez pas la puissance de l'engagement que vous avez, la violence des émotions vécues. Ne sous-estimez pas la force de ça et respectez-vous en allant chercher quelque chose qui vous nourrit très profondément dans quelque chose du bonheur, de la joie, de la sensualité, du plaisir de vivre. Hein? Ça, c'est vraiment important. Alors, comment on aide les enfants? C'est une très bonne question. Alors, il y a 2 choses. Comment on aide les enfants à s'entraider? Je vous l'ai dit au début, il n'y a pas d'injonction qui marche. Les injonctions, ça ne marche pas. Si on dit à un enfant, tu dois faire ça et ça ne marche pas. Il y a 2 choses qui marchent. La première, c'est le mimétisme. Si vous êtes dans une attitude de véritable présence affective aux enfants, affective, mais encore une fois, pas au sens gnangnan et étouffant, encore une fois, c'est très important, mais dans l'affection profonde, parce que affecter, ça veut dire ce qui nous affecte, c'est-à-dire ce qui nous touche. On est touché par là. Si vous êtes là-dedans, les enfants vont vous imiter. Si vous, par exemple, quand un enfant crie, vous parlez doucement comme ça, vous dites « je ne peux pas t'entendre si tu cries comme ça, ça me fait tellement mal aux oreilles, mais je voudrais tellement écouter ce que tu me dis ».
ben, l'enfant va se mettre à chuchoter. Moi, dans le cabinet, les enfants qui ont des comportements comme ça, hyperactifs ou catastrophiques, je chuchote avec eux, je dis, moi, je ne peux pas parler comme ça parce que tu sais, moi, aujourd'hui, je n'ai pas de voix, je ne vais pas réussir. Et au bout d'un quart d'heure, l'enfant, il chuchote avec moi. Les enfants sont extrêmement mimétiques. Donc, si vous avez une attitude très affectueuse, très délicate, et vous ne vous laissez pas entraîner dans la surenchère de monter la voix, de dire « maintenant, tu vois bien que je ne peux pas t'écouter » tout ça, mais que vous redescendez, ils vont vous imiter. Et ils vont du coup aussi le faire entre eux. Il y a en Angleterre une assistante sociale qui résout des gros problèmes scolaires de la manière suivante. Elle est ATSEM, mais elle a inventé un système. Elle fait venir dans les classes une maman avec un nourrisson qui est au sein, qui a 2-3 mois. Une fois par semaine, elle vient passer une demi-journée, cette maman, dans la classe, elle s'asseye et elle est là, c'est tout. Et les enfants vont à la rencontre, etc. Eh bien, elle s'est aperçue que les enfants, ensuite, à la récréation, communiquent autrement entre eux parce que pendant la matinée, ils ont essayé de communiquer avec le bébé comme ça. Donc, ils ont retrouvé le langage qu'on a avec les bébés. Eh, mon bébé, et on augmente on dit avec toutes les émotions, toute la proto-communication. Eh ben alors, mon bébé, là, 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 oh, qu'il est mignon, et puis tout ça. Et après, ils parlent comme ça entre eux. Eh ben alors, et tout. Donc, il y a un mimétisme de la communication qui fait que, et c'est d'ailleurs la difficulté qui est catastrophique à mon avis, qu'on met tous les enfants du même âge ensemble, parce que quand vous avez des 5 ans, des 4 ans, des 3 ans, des 2 ans ensemble, les 5 ans aident beaucoup plus facilement les 2 ans. Mais si vous mettez que des 3 ans ensemble, c'est difficile pour un 3 ans d'aider un 3 ans. C'est plus difficile. Donc voilà, quand on peut faire en plus des classes qui se rencontrent, ou au moins des temps où ils se rencontrent, ça aide beaucoup. Donc il y a la question du mimétisme, et puis il y a faire appel aux capacités. C'est-à-dire, vous ne dites pas à un enfant, moi, là maintenant tu vas aider un tel, mais vous dites, Louis là, vous avez remarqué qu'il est toujours seul là, il a du mal, il finit tout le monde toujours après les autres, je crois qu'il a peur, il n'est pas sûr qu'il y arrive. Qui est-ce qui aimerait l'aider? Qui est-ce qui aimerait l'aider? Eh bien, ça fait 30 ans que je fais l'expérience. Il n'y a jamais une classe où personne ne répond. Ça n'existe pas. Et ensuite, les enfants vont venir raconter devant la classe. Eh bien, Louis, il n'arrivait pas. Puis là, maintenant, moi, je lui ai dit comment je fais, tout ça. Ils ont partagé des choses. On leur propose. Il faut que vous donniez envie à des enfants, selon les affinités, d'aller rendre un petit service, être ensemble. Par exemple, vous dites à un enfant qui est très lent, lui dire, alors, dis-nous qu'est-ce qui se passe dans ta tête pendant que tu écris. Parce que les enfants qui sont lents, c'est toujours des enfants qui rêvent et qui ont donc un imaginaire très, très riche, en fait. Alors, en fait, il fait 2 choses en même temps. Alors, vous dites aux autres enfants, « Ah, tu fais 2 choses en même temps? Ah ben, je comprends alors pourquoi tu vas pas vite. Parce que, dis donc, mais ça doit être merveilleux ce qui se passe dans ta tête. Raconte-nous. » Et là, il s'aide lui-même à travers le fait qu'il est avec les autres. Et ça va aider d'autres. Donc, utilisez beaucoup le témoignage. Faites-les témoigner. Parce que dès qu'ils racontent ce qui se passe en eux, les enfants, ils donnent des clés pour qu'on puisse les aider. Parce qu'un autre enfant va dire « Ah oui, moi aussi ». Alors là, vous allez dire « Ah bon, vous deux, vous avez beaucoup d'imagination ?» Eh bien, vous allez nous inventer une histoire. Et ces deux-là, ils vont créer un petit conte pour la classe. Donc, ils vont s'entraider. Un va être plus doué dans le langage, l'autre dans l'écriture. Alors, vous dites qui c'est qui écrit vite? Alors, toi, tu écris vite. Alors, est-ce que tu veux entrer dans le groupe du conte? Et toi, c'est toi qui écriras puisque tu écris vite. Et celui qui sait mieux lire, qui a une voix qui porte, c'est lui qui le lira à voix haute, le texte, etc., etc. Vous voyez, vous pouvez combiner les dons en les rendant complémentaires de telle manière que les enfants... Alors, ça a 2 intérêts fondamentaux, l'entraide, mais surtout la découverte par les enfants de la complémentarité des aptitudes et des dons. Et ça, c'est le plus important. En ce moment, j'entends tout le temps de dire comment on va résoudre le problème du harcèlement en classe, comment on va résoudre le problème de la violence dans les écoles. Mais il y a une première chose à faire déjà qu'on ne fait pas, c'est que chaque personne se présente et a l'occasion de se présenter de telle manière que les autres ont découvert la richesse ou de sa culture, ou de sa langue, ou de sa manière de manger, ou du lieu d'où il vient, ou de ses aptitudes, en dessin, en peinture, en parole, en blabla, en sauter, courir, je ne sais pas quoi. Et que dans une classe,
vous savez que chaque enfant est conscient que l'autre, il a quelque chose de merveilleux que moi, j'ai pas, et que lui, il a, et ça, c'est merveilleux. Mais chaque enfant est aussi conscient de ce qu'il a comme don. À ce moment-là, l'entraide va se faire d'elle-même et vous allez créer des complémentarités ou proposer des complémentarités. Et en plus, vous supprimez toute possibilité de ségrégation, de racisme, d'exclusion. Parce que c'est ça qui est important. C'est faire voir la beauté de chacun. Mais pour ça, il faut que vous soyez sûr de votre propre beauté. Voilà. Bon, j'ai dépassé l'heure, je ne sais pas. Oui, mais c'est tellement passionnant. Est-ce que d'autres collègues voudraient poser encore une question avant qu'on libère Brigitte, parce qu'on pourrait rester des heures encore. Merci. Moi aussi, je resterai des heures avec vous parce que j'adore parler de ça. On le sent bien. Quid de séparer les jumeaux? Séparer les jumeaux, c'est que quand les jumeaux sont prêts à être séparés. C'est toujours la même chose. On ne doit jamais prendre une décision pour l'autre. Si deux petits jumeaux vous sentez que ça ne leur fait plus du bien d'être ensemble parce qu'ils ont besoin chacun d'habiter leur espace, vous allez leur proposer en disant, moi je crois que tu serais mieux de pouvoir avoir tes propres copains, ton espace, et que avec ton frère, vous vous retrouvez à la récréation, mais je crois que tu serais mieux comme ça. Eh bien, s'ils sont prêts, ils vont vous dire oui. Ils le sentent. Par contre, il faut le faire sans les parents, parce que les parents ont parfois une idée de ce qui doit être, ou ça les arrange que leurs enfants soient un petit peu dans un mimétisme. Et donc, là, il faut faire appel à l'enfant. Mais c'est toujours la même chose. On ne sépare pas. On peut proposer à l'enfant un espace pour lui. Et à ce moment-là, il va avoir envie de la séparation. Mais si, inversement, ils sont encore dans une dépendance mutuelle, parce que quelquefois, ça a été favorisé dans la famille, mais ils ont une très grande dépendance affective, et bien que vous décidez, oh ben c'est l'âge, il faut séparer parce qu'on décide que c'est à tel âge, ça peut faire des catastrophes. Donc, encore une fois, ayez confiance dans votre propre perception intuitive. J'ai une petite question, si je peux me permettre, Brigitte. Oui. C'est sur l'accueil des enfants, vous avez commencé par là, et cette question, je l'ai depuis longtemps, et ce que vous avez dit m'a fait me demander si, peut-être vous connaissez, je ne sais pas, est-ce qu'il ne serait pas intéressant dans la façon de penser l'accueil de ces tout petits, de se dire qu'on les accueille individuellement et que c'est par là qu'on devrait commencer la classe et de passer peut-être 1 heure, 2 heures avant que tout le groupe soit là, ce serait peut-être une autre façon de commencer une année de classe maternelle. C'est certain, je suis totalement d'accord, mais ce n'est même pas forcément une histoire de 1 heure ou 2 heures, mais c'est de donner le temps. C'est-à-dire qu'il faut étaler la rentrée, à mon avis, sur plusieurs jours, soit en l'anticipant, soit en prenant toute la première semaine pour ça, qu'on accueille, parce que ça permet aussi de ne pas mettre les parents tout de suite dans un stress. Il faut être là le jour de la rentrée à 8 heures, oui, mais moi, je ne peux pas, etc. De leur permettre de s'organiser, de venir progressivement. Aussi les parents les plus intimidés, parce qu'il y en a, pour eux, c'est très difficile quelquefois de déposer leur enfant à l'école, pour plein de raisons. De permettre aux parents aussi d'apprivoiser la classe, de voir où leur enfant va être et de partir rassurés parce qu'ils ont pu aller voir un petit peu la table, ils ont pu se mettre avec l'enfant là où il sera, ils ont pu rencontrer une autre maman, une maman qui a du mal à se séparer de son enfant et qui va rencontrer une autre maman. Elle va être rassurée. Une maman qui, au contraire, n'en peut plus de son enfant et qui est contente de le déposer et qui rencontre une autre maman qui lui dit sur le trottoir, ouf, on va pouvoir un peu avoir du temps pour soi. Elle est rassurée de ne pas être une mauvaise mère, etc., etc. Donc, je suis tout à fait d'accord. Il faut prendre le temps des rencontres humaines. Parce que, aussi pour les enfants, quand la pièce de la classe est habitée par la présence des parents, maman, mère ou père, ou grand-mère, ou nounou, peu importe, en fait, la personne qui amène l'enfant. Mais quand c'est habité par cette présence, ce lieu est investi autrement affectivement par l'enfant. Donc, prendre ce temps pour que la maîtresse, la TSEM, ait le temps de rencontrer chacun, présenter, que la TSEM se présente, qu'elle présente son travail, qu'elle dise, bon, mais moi, l'enfant pleure, ah ben, moi, je vais m'en occuper, je serai là, ne vous inquiétez pas. Et puis, la TSEM, elle communique avec la maman. L'enfant, dès qu'il voit ça, il est plus en sécurité que si on lui demande de rentrer et puis de tout de suite faire une séparation arbitraire.
Donc, je suis complètement d'accord. Et je vous dis, moi, chaque fois que je le mets en œuvre dans les classes, ça donne des résultats miraculeux. C'est-à-dire qu'en 3 jours, chez les petits, il n'y a plus de pleurs. Il n'y a plus de pleurs. C'est fini. Et c'est pour toute l'année. Ça y est, ils sont chez eux. Ayez de l'audace. Et puis, quand vous avez la chance d'être avec un enseignant ou une enseignante qui a envie de jouer le jeu, ben, essayez de faire vraiment équipe. Et puis, rencontrez-vous entre vous. Ne restez pas isolés. Ça, c'est vraiment important. Voilà. Et merci de votre écoute parce qu'on a beau être à l'autre bout du monde, je crois qu'il y a quand même, il avait raison Einstein, l'espace et le temps, c'est très relatif et ça n'existe pas parce que je sens la qualité de votre écoute. Je sens qu'il y a je dis pas une émotion, ce serait exagéré, mais une attention d'une très grande qualité et je vous en remercie beaucoup.